juif, on l'appelait aussi l'imam tunisien. Aujourd'hui, j'aurai le plaisir de l'appeler l'imam égyptien. والله الإمام de Copt إذا حبيت أنا شرف لي أن أكون إمامكم إذا قبلتموني واستقبلوني. Avant de rentrer dans le vif des sujets, je demande aux jeunes là-bas qui ont préparé la pétition de faire passer la pétition parmi les personnes en soutien de Madame Magda pour sa fille, pour lui dire nous sommes tous avec vous Magda, et donc on va tous signer une pétition pour faire militer et faire un combat pour votre fille. Et on va travailler tous fort ici dans cet objectif-là. Alors s'il vous plaît, passez les pétitions. Merci. C'est vrai, c'est très difficile après un discours émouvant de l'imam Chalkomi de reprendre un travail d'interviewer. C'est un grand honneur pour moi d'interviewer le président Brasquier et l'imam Chalkomi, donc merci de m'avoir donné cette occasion. L'imam Chalkomi, vous avez écrit 2 livres, l'Islam de France et Agissant avant que ce soit trop tard. J'ai bien lu ces 2 livres-là. Ma première question, bon, je commence par une phrase célèbre du prophète. L'un de vous n'est véritablement croyant que s'il aime pour les gens ce qu'il aime pour lui-même. Cette phrase du prophète a guidé votre chemin et vous a déterminé à mener votre combat pour aider l'islam à traverser ces crises. Vous militez pour un islam de France. Ce n'est pas mieux de plaider pour un islam universel, à moins que la France, pour vous, représente des valeurs universelles. هو الحديث بيقول قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب للناس ما يحب لنفسه رواه أبو داود وفي حديث كذلك رواه مسلم يقول للمسلم. Moi je trouve que ça c'est l'esprit d'aimer pour l'autre sans le juger sans le يعني بدون أن تحقره أو تظلمه. Un islam de France, l'islam, par rapport à moi, universel, valeur universelle. Mais quand on parle d'un islam de France, ça me fait mal d'avoir toute cette manipulation politique. Vous savez, dernièrement, on a eu les élections de CFCM, c'est représentatif des musulmans. À la fin, on est bloqué. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème algérien, marocain, et on est en train de le régler ici. Et nous, qu'est-ce qu'on a à voir avec le désert entre le Maroc et l'Algérie? Tout le respect au Maroc, l'Algérie, en Tunisie, à tout ce monde-là. Mais pourquoi vous nous prenez en otage, nous? Qu'est-ce que nous, on n'a rien à servir à votre politique? Ou bien avec l'argent de Qatar, hein, qui est en train de pourrir le monde, de l'Égypte jusqu'à partout. J'espère qu'il sera les valeurs plus importantes que les moyens. يوم تكون القيم والحياة والتعايش أقوى من المادة والمال وأقوى من الجاه هناك الإنسانية ترحم عليها. ولكن لما تباع القيم وتباع النفس البشرية من أجل الأموال والجاه فهنا العزاء على الإنسانية. Ça, je trouve que les valeurs, bien sûr, la France universelle, notre islam qui pratique dans le lieu de prière, il faut qu'il soit neutre, sophie, sans mouvance, sans nationalisme, sans cette ingérence de droite à gauche, pour avoir vraiment des valeurs. Et en plus, l'islam français, l'islam de France, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut avoir la patrie, l'amour de la patrie. C'est notre pays, il faut l'aimer, il faut aimer ses valeurs. Il y a quel il mange le bien, il insulte la France. Ah non! C'est un islam qui donne يغذيهم بمحبة الوطن يغذيهم بس أنا مسلم أنا فرنسي بعدين مسلم أنا فرنسي بعدين قبطي أنا فرنسي بعدين نصراني ولا إيش أول شيء هذا هو pour moi et dans le livre 440 pages là je détaille qu'on peut avoir et avec le livre de David c'est en détail des questions qui est un peu délicates. شكرا. L'islam traverse aujourd'hui ce qu'a traversé la religion chrétienne au XIVe et XVe siècle. Comment on peut aider cette grande religion à vivre en harmonie avec notre temps? والله إذا فصلنا السياسة عن الدين sans on sépare la religion de la politique là on s'en sort ولكن لما نسيس الدين هنا مصيبة داهية كبرى هناك المصيبة الكبرى قال فلان وقال فلان وقال فلان. La réalité pour aider l'islam ça nous concerne tous صح ça nous concerne في بلدنا غيرنا مسلم غير مسلم أن المسلم يعرف دينه. نعم انظر الفضائيات دي كلها ايش كثرت اغلبها سياسة واموال
من أجل أجندة خارجية، يضرب هذا بهذا ويشغل هذا بأموال إيرانية، الآخر بأموال قطرية، والأخرى أموال سعودية، والأخرى أموال إخوانية، والأخرى من أجل كذا، والآخر من أجل كذا. C'est une réalité. Mais vous trouvez lui-même, c'est qui le victime? C'est l'islam et les musulmans. Il reste une minorité malade mentale, une minorité qui n'a rien à voir, qui ne sont pas pitié. C'est pas pour vous, pour nous. Nous sommes déjà menacés. Ils nous amènent dans la liste noire. حطونا في الكند الأسود. قالوا حكموا علينا بالكفر والتكفير. Enfin, je trouve comment on peut aider, comment on arrive à séparer. Regardez la laïcité ici. نحن للأسف الشديد في عالمنا العربي بنشوف العلمانية كأنها عدوة للديانة. حاشا وكلا. La laïcité elle-même nous protège. Grâce à la laïcité, on vit en minorité. Imaginez لو كانت ديانة مهيمنة في البلد هذا، كانوا ربما منعونا من جلستنا، صح؟ Peut-être nous interdit. C'est la laïcité dans le sens positif qu'on amène. Ce n'est pas une laïcité anti-religieuse que certains, extrême gauche malheureusement et d'autres, ils l'amènent. Moi je trouve qu'il faut séparer le pouvoir et la politique de la religion et en même temps aussi avoir la visibilité d'un islam sans intérêt. Drancy est une ville symbole. Ah oui. Bien sûr, la prochaine question, c'est pour le président Praski, mais d'ailleurs, c'est une question pour vous deux. Drancy est une ville symbole. Symbole des souvenirs et des moments de la déportation. Symbole de la forte représentation des Français musulmans. Masha'Allah, dans votre mosquée, 4000 fidèles, certains vendredis. Le destin vous a amené dans cette ville pour propager l'amour et la paix. Ce même destin qui a croisé votre chemin avec un grand député-maire, Jean-Christophe Lagarde, qu'entre parenthèses on le remercie ici, puisque c'est grâce à lui, il nous a aidés à organiser cette conférence. Donc un grand merci pour Jean-Christophe Lagarde, député-maire de Drancy. Alors ma question est simple. Pourquoi vous avez choisi Drancy? سؤال عظيم. يعني بيقول نحن عندنا مثل يقول لك مقامك حيث أقامك. تقدر ربنا. ما فيش زي الإمام قال أنا ما كانش عندي الاختيار أكون مسلم. ربنا جعلني وتولدت مسلم وما شاورونيش على ذلك. فسي le destin. Le destin il a voulu. J'étais propriétaire à partir de 2000 à Drancy. Mais au début je ne savais pas qu'il a son histoire. Et quand je parle à mes amis les musulmans, et mes frères et mes fidèles, je dis écoutez cette ville elle a connu une histoire terrible. 90% des juifs de France ils étaient déportés d'ici. Imaginez, à la barbarie. Quand j'étais à Yad Vashem, à Jérusalem, j'ai vu 6 millions, les images, le reste et tout ça. L'aveugle. Il y en a qui se permettent de dire oui, mais vrai. Mais regardez, Assad, qu'est-ce qu'il fait pour son peuple? 100 000 morts jusqu'à aujourd'hui. Entre la main de tel ou tel et mélangé. Ça veut dire l'être humain, quand il devient barbare, il devient diable lui-même. Son cœur, il peut faire pire. Quand je demande aux musulmans, parlez de la Shoah, vous vous protégez vous-même contre le racisme. Parce qu'actuellement, en France, l'extrême droite ou d'autres, ils sont en train de montrer, c'est eux, au nom de la politique de la peur et la peur de l'autre qui existe, qui eux, ils souffrent eux-mêmes. Latifa Benziten, ce fameux Mira, ce fanatique, avant d'assassiner les enfants juifs, il a tué des musulmans. C'est comme ça, malheureusement. Ben Laden, avant d'assassiner les musulmans, des Américains, il a tué des musulmans. Mais moi, je trouve, voilà, c'est le destin. J'ai acheté ici à Drancy. Ma femme, elle a tombé amoureuse d'une maison. Ça y est, on ne peut pas dire non, c'est le ministre de l'Intérieur. Elle m'a dit, allez, tu es condamné de l'acheter et de faire le crédit à vie. Voilà, je dis, ok. Et c'était, alhamdoulilah, le destin de rester, après réaliser un projet, le projet de la mosquée. Alors, Président Praski, une question pour vous. Nous sommes fiers de l'imam Chalgomi à Drancy. Nous aimerions avoir des imams comme l'imam Chalgomi un peu partout en France. Comment on peut en arriver à là, puisque vous avez une expérience qui peut nous éclairer là-dessus? Écoutez, je n'ai pas d'expérience sur... je ne me permettrai de toute façon pas de donner des conseils pour les imams. Je serais heureux que tous les imams de France soient des clones Hassan Chalgomi, ça c'est sûr. Et je pense que la convivialité dans notre pays serait bien différente. L'état d'esprit dans notre pays serait bien différent. Tout ce qui se manifeste comme tension aujourd'hui sur les plans interreligieux, avec toutes les conséquences que ça a sur le plan politique, aussi bien l'extrême droite, sur la droite, aussi sur l'extrême gauche. Il ne faut jamais oublier que cela a des conséquences dans les deux côtés.
bien, tout cela serait apaisé, c'est sûr. Mais je n'ai pas là-dessus, en ce qui me concerne, de conseils à donner, bien entendu. Puis si je donnais des conseils, ça serait certainement la meilleure façon pour que d'autres routes soient proposées. Moi, je voulais, puisque rebondir à la question que vous avez posée à Hassan Chalkoumi, sur Drancy, évidemment, c'est un extraordinaire symbole. C'est un extraordinaire symbole. Drancy, pour les Juifs de France, encore, je vous l'ai dit, ma famille à moi je suis né en Pologne, donc pas été déporté, les gens n'ont pas été déportés de Drancy. Mais pour tous les Juifs qui vivaient en France, c'est vrai, comme l'a dit Hassan, que à peu près 90% d'entre eux ont été déportés de Drancy. Je vous rappelle qu'en France, 70 000 Juifs ont été envoyés dans les camps de la mort, sont morts, et que ceux, en gros, parmi ceux qui ont été déportés comme Juifs, 2 à 3% sont revenus des camps d'extermination. C'est-à-dire pratiquement rien, très différent des déportés résistants, dont environ la moitié ont survécu. Parce qu'il y avait un projet d'extermination organisée des Juifs par les nazis. Je rappelle aussi à cette occasion, il faut le dire, que les choses soient très claires, que le mufti de Jérusalem était un allié des nazis, a travaillé à Berlin avec les nazis, et que ça n'est pas un hasard si un certain nombre de dignitaires nazis sont venus après la guerre en Égypte et dans d'autres pays, en Syrie également quelques-uns, mais la plupart en Égypte, continuer leur infâme travail. Ce qui me paraît très très important à comprendre en ce qui concerne la Shoah, c'est que la Shoah, ce n'est pas une histoire de Juifs. L'Holocauste, ce n'est pas une histoire de Juifs. Évidemment, 6 millions de Juifs, ça pèse. Nous sommes très peu nombreux. Les Juifs, on n'a pas plus que 15 millions dans le monde. Il y a à peu près, dans le monde, il y a probablement moins de Juifs que de Coptes. Imaginez. Donc nous sommes très peu nombreux. Donc 6 millions, c'est un énorme, c'est gigantesque. Mais la Shoah, ce n'est pas une histoire de Juifs. La Shoah est absolument indispensable à connaître parce qu'elle montre ce que l'homme est capable de faire. Elle montre comment on peut arriver à manipuler les individus et comment les individus se laissent manipuler. Ceux qui ont été les auteurs de ces massacres, de ces exterminations. Auschwitz, c'est 1 million 100 000 Juifs. Ensuite, je ne vais pas vous faire la liste des lieux de mort. Ceux qui ont été les responsables, les auteurs, n'étaient même pas des antisémites pour la plupart. Ils travaillaient, ils faisaient leur travail. Souvent, pas avec un enthousiasme particulier. Ils suivaient les ordres. Il y avait évidemment les fanatiques, les enthousiastes, mais il y avait ceux qui suivaient les ordres, tout simplement. Même quand les ordres leur disaient qu'il fallait fracasser le crâne d'un enfant contre un arbre pour ne pas gâcher inutilement une balle. Donc ça, il faut le comprendre. C'était des Allemands, il y a eu d'autres, comme les Roumains, ça aurait pu être d'autres peuples. Il y a dans l'homme une capacité, et notamment dans l'homme lorsqu'il est en groupe, lorsqu'il est soumis à la loi du groupe, il y a une capacité extraordinaire à aller jusqu'au bout du mal. Il faut le voir. Certains d'entre eux étaient très religieux, d'autres ne l'étaient pas du tout, d'autres étaient anti-religieux. Ne protègent pas. Il est vrai que parmi ceux qui ont essayé de sauver les Juifs, un nombre important étaient des gens religieux, étaient des chrétiens très religieux, un pourcentage important. Mais ce qui compte, c'est de se rendre compte de ça et de savoir que connaître la Shoah, travailler là-dessus, c'est avant tout lutter pour détruire à la base
les comportements qui peuvent pousser les jeunes à ce type de réaction, qui est celle d'un Béra, qui est exactement celle d'un Béra. Un homme qui a été capable de prendre une enfant de 5 ans par les cheveux et de lui tirer tranquillement une balle dans la tête à bout portant. Et qui non seulement ça, a été capable de filmer ce qu'il venait de faire parce qu'il trouvait que c'était un geste admirable. Ce type de comportement-là, qui est fabriqué par le fanatisme, peut avoir, évidemment, tout le monde n'ira pas peut-être jusqu'au bout, mais il faut savoir que c'est une potentialité de l'esprit humain. Il faut savoir que c'est très facile de fanatiser les gens. Très facile, très rapide, et que c'est extraordinairement difficile de les défanatiser. Et c'est pour ça que je suis plein d'admiration pour Hassan Chalkoumi, que j'ai rencontré la première fois, c'était à l'époque des événements de Gaza en 2009, à une époque où c'était difficile de s'afficher auprès d'un juif, parce que être le partisan d'une variante religieuse modérée, et je ne parle pas ici de l'islam, du christianisme, mais être partisan d'une forme modérée de la pratique religieuse, attentive aux autres, c'est évidemment, notamment pour les jeunes, bien moins valorisant que de s'engager dans une route extrémiste, où on va jusqu'au bout de ses idées, jusqu'au bout éventuellement en détruisant, en assassinant ceux qui ne sont pas dans ces idées-là. Et c'est cette force de Hassan dans la modération qui fait toute la modération. Agissons avant qu'il ne soit trop tard. Ça, c'est le titre du deuxième livre. C'est un message très, très alarmique, ce message. On voit aujourd'hui des jeunes Français à côté de la force du mal, à côté des extrémistes en Syrie et dans d'autres endroits dans le monde. Des régimes religieux qui sévissent en Égypte et en Tunisie. Ce n'est pas déjà trop tard? Et comment faire pour rattraper le temps perdu? Malheureusement, toujours les victimes, c'est la jeunesse. Toujours. C'est triste. Vous savez, nous, quand on a commencé la révolution en Tunisie et en Égypte, ils ont commencé, la première chose, ces partis islamistes, d'envoyer nos jeunes en Europe, de promettre le paradis ici. La moitié sont morts dans le Méditerranée, malheureusement. Il y a des milliers qu'on ne sait même pas ils sont où. Des milliers. Il y en a qui sont en Italie, sa fameuse île, s'appelle comment? Et maintenant, ils ont changé la destination. Le paradis, c'est fini. C'est plus l'Europe, c'est la Syrie. Il y a 72 femmes qui le promettent. Et en plus, promettent, Nassallah salam, d'envoyer notre jeunesse à nous. De jeunesse tunisienne, il y en a plus que 3000. D'après les statistiques, les familles, tout ça qui pleure. Personnellement, on se tient à la cause du peuple syrien, c'est clair. Mais pas de cette manière. Pas de faire des marchandises de nos jeunes. لا تبيعون أبناءنا ليس أبناءنا للتجارة والأسف الشديد فهذا الذي يخيف. Bien sûr, on a peur qu'il y aura des conséquences comme Mira et d'autres qui vont faire l'amalgame énorme, la perte de l'islam. On a peur aussi qu'il arrive, actuellement il y a 75% des Français et des Belges qui ont peur de l'islam. Dernièrement j'étais en Belgique, 75% des Belges ils ont peur de l'islam. Il y en a une centaine de jeunes, il y en a 800 en Europe qui sont partis en Syrie. Actuellement, pour le moment, on sont dans des mouvements takfir et jihadi face à l'ennemi, c'est ce fameux Assad. Mais demain, j'ai peur qu'il y ait autre ennemi dans l'agenda, c'est les Coptes ou les musulmans ou les modérés, ou tel. Je trouve qu'il faut la vigilance des parents, de tout le monde. Il faut vraiment que tout le monde soit vigilant. Avant, c'était 12 heures de vol jusqu'à l'Afghanistan. Maintenant, 2 heures de vol, 4 heures de vol de Damas, 2 heures de vol de la Tunisie, de certains endroits. La Libye, je trouve qu'il faut une vraie vigilance de tout le monde. Merci. Une dernière question au président Prasquier avant de recevoir Patrick Karam. Selon vous, Monsieur Prasquier, pourquoi les États-Unis soutiennent les frères musulmans en Égypte? C'est une excellente question. C'est une excellente question. J'ai posé cette question plusieurs reprises, aussi bien aux États-Unis, en
en France. J'étais toujours surpris. La réponse, je l'ai posée jusqu'à, disons, je me souviens de l'avoir posée différents ministres des Affaires étrangères français, à peu près cette question-là. Pas pourquoi les États-Unis soutiennent, pourquoi l'Occident soutient. Pour les États-Unis, c'est simple. Je pense que c'est simple. Les États-Unis connaissent très peu le problème qui connaissent très peu l'islam. Pour les États-Unis, il y a un islam dangereux. Il y a un islam dangereux. C'est l'islam qui a détruit les tours, qui a été responsable des attentats du 9/11, du 11 septembre. Alors ça, c'est l'islam djihadiste. Ça, c'est l'islam de Ben Laden. Ça, c'est l'islam de Al-Qaïda. Cet islam-là, il faut absolument l'éradiquer, et c'est ce que les Américains ont essayé de faire. Mais du coup, cela signifie, par contre-coup, que toutes les autres formes de l'islam qui ne sont pas dans ce djihad violent, finalement, elles sont modérées. Elles sont modérées. Et lorsque ils essayent, et lorsque les Américains essayent d'agir, se disent qu'ils sont intervenus en Irak, ils sont intervenus en Afghanistan, ils ne vont pas aller intervenir. Vous voyez comment ça se passe pour la Syrie. Ils ne sont même pas intervenus en Libye. Ils ne veulent pas, ils ne vont évidemment pas intervenir en Égypte. Donc la meilleure façon, c'est de se trouver des opposants assez fous furieux, fanatiques que sont les gens de Al-Qaïda, et les opposants, ma foi, s'ils se présentent comme des frères musulmans, ça va très bien. N'oubliez pas que Morsi était quand même professeur à l'université américaine. C'est un homme qui a été, je ne sais pas combien d'années, vous le savez mieux que moi, aux États-Unis, qui doit parler, je suppose, anglais parfaitement, qui était non. Alors, il ne parle même pas l'anglais, mais il a été... Non. Quelques mots. Ah bon? Écoutez, là, je me suis dit, mais j'ai regardé le nombre d'années où il était dans sa faculté, s'il n'a pas été fichu d'apprendre l'anglais avec ça. Alors, bon, écoutez, Saïd Qutb, ma connaissance, a été aussi quelques années aux États-Unis. Et c'est d'ailleurs de son séjour américain peut-être qu'il est rentré avec cette volonté de détruire les infidèles encore plus forte. Donc il y a je pense, cette méconnaissance du fait que le mouvement des frères musulmans, de ce qu'est le mouvement des frères musulmans. Parce que le mouvement des frères musulmans, ce sont en général, pour l'Occident, des gens qui viennent bien habillés, à l'occidental, avec des cravates, avec des tenues, qui ont un discours très élaboré. Tariq Ramadan est évidemment le symbole des symboles, il y en a bien d'autres. Donc, il n'y a pas de raison dans le cadre de la liberté d'expression, qui est une valeur tellement forte aux États-Unis, il n'y a pas de raison de ne pas les laisser. Alors le fait que leur objectif, au fond, ce soit clairement, d'ailleurs, et certains le disent, de transformer la société occidentale pour en faire peu à peu une société où la charia serait la règle, ma foi, tout ça pour les Américains, c'est trop compliqué, ça ne fait pas partie de leur logiciel d'analyse. Et je crois qu'il y a énormément d'aveuglement volontaire, de complaisance et finalement d'incompétence. Je crois que les nations anciennement coloniales, comme l'Angleterre, comme la France, elles ont acquis une certaine compétence en matière d'islam, puisqu'ils sont en France, les orientalistes, le colonel Lawrence, en fait tout cela. Pour les États-Unis, il n'y a pas cela. Et les chers d'islam, ce sont des chers qui sont pour l'immense majorité, ce sont des chers qui sont financés par les États du Golfe.
avec des professeurs qui ne peuvent pas, évidemment, avoir un discours très opposé. Donc tout ça entre dans le milieu académique, ça devient politiquement correct. Et je pense que c'est un très gros problème. Et par ailleurs, on a très envie de limiter le nombre de ces ennemis, parce que sinon la vie devient difficile. Alors on se fait des illusions, c'est très facile de se faire des illusions, très agréable de se faire des illusions. Voilà, j'essaie de répondre. Merci beaucoup pour vos réponses, merci à vous.